Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, enfin le budget a été adopté après de longs mois de discussions, de négociations. Alors est-ce que les concessions des uns et des autres auront un impact sur les élections municipales qui auront lieu en mars prochain, voire même sur les élections présidentielles? L'éclairage dans un instant de la politologue Laure Salvin, elle est directrice générale de l'Institut Verian. L'Iran et les États-Unis s'apprêtent à négocier directement en fin de semaine. Quels sont les sujets sur la table? En attendant, les États-Unis maintiennent la pression sur le régime des Mollahs avec leur armada de navires militaires déployés sur place. Décryptage et analyse de Gilles Kepel, l'un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient. La police scientifique est une institution qui a déjà 100 ans. Sa directrice, Christelle Cyr-Coupet, sera dans un instant avec nous sur le plateau. Je vous promets une immersion au sein du laboratoire de cette police scientifique où règne un seul mot d'ordre, la recherche de la vérité par la science. Voilà, vous avez le programme. Point de vue, c'est parti. Bonjour Laure Salvin. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'Institut Verian, vous êtes politologue. Enfin, le budget 2026 a été adopté, on est début février, il a été adopté hier après le rejet des dernières motions de censure. Finalement, le Premier ministre a réussi son pari, se maintenir et faire voter ce budget. Absolument, oui. Je pense que Sébastien Lecornu est arrivé au bout de sa première mission, sa mission qui était effectivement d'établir un budget pour la France, mettre en place des négociations, trouver des compromis pour qu'effectivement ce budget ne soit pas rejeté et surtout que ce gouvernement ne soit pas rejeté à un an de l'élection présidentielle pour assurer une certaine stabilité. Donc effectivement, il a prouvé sa capacité, de négociateur. Ouais. Là maintenant, c'est un peu l'acte 2 de Sébastien Lecornu. Il va devoir prouver sa capacité à gouverner, sa capacité à faire en sorte que 2026 soit une année utile pour les Français, et donc à donner des gages, je dirais, à l'opinion sur un certain nombre de priorités. Pouvoir d'achat, sécurité, santé. Juste avant de revenir, Laure, effectivement, sur la feuille de mission, on va dire, de Sébastien Lecornu, il a plus ou moins gagné son pari, mais enfin, il l'a perdu aussi parce que, pour revenir sur ce qui s'est passé, il a fait le pari du compromis, des négociations, de l'accord entre les parlementaires, et ça n'a pas marché, hein. Absolument. Il a pensé, en tout cas au début, il souhaitait véritablement que ce que avaient demandé les Français quelque part, Oui, que le pouvoir soit dans les mains des parlementaires. Que le pouvoir soit entre les mains des parlementaires et que ce soit le Parlement finalement qui construise pas à pas la politique du pays. C'était son vœu, c'était aussi ce que les Français avaient exprimé en 2024 lors des élections législatives, en élisant effectivement et en mettant en place une assemblée très fracturée. Mais il n'y a pas de majorité. Dans laquelle il n'y avait pas de majorité. L'idée, effectivement, c'était de dire, prenons exemple sur nos amis, par exemple, sur nos voisins allemands, et essayons de créer des coalitions pour que, finalement, on ait un budget à l'image aussi des différentes sensibilités en France. Effectivement, ça, il n'a pas réussi. Je pense que malgré tout, là où les Français vont lui être reconnaissants, c'est qu'il a réussi quand même à rester... à rester en place, à voter ce budget et quelque part assurer une certaine stabilité. Parce que, si vous voulez, depuis plus quasiment 2 ans, 1 an et demi, ce sentiment effectivement que l'instabilité politique a un impact réel sur l'économie du pays est très fort dans l'opinion et inquiète beaucoup les Français en se disant, dans le contexte actuel, le contexte international que nous vivons, il est très dangereux finalement de rester
rester statique et de rester finalement sans budget et sans grand projet pour la France. Donc même si effectivement il n'a pas coché toutes les cases, il avait également promis qu'il n'utiliserait pas le 49.3. J'allais y venir. Il l'a utilisé, mais ouais. quelque part, ça fait aussi partie de la méthode Le Cornu et d'un certain pragmatisme. Vous voyez, il n'y arrive pas de cette façon-là. Il a essayé, on ne pourra pas dire, on ne pourra pas l'accuser qu'il n'a pas essayé. Il a vraiment essayé, ça ne fonctionne pas. Finalement, pour l'intérêt commun et le bien de la France, il a décidé effectivement d'utiliser cet article qui est évidemment un article de la Constitution, donc un outil à sa disposition. Vous diriez qu'il n'y a pas forcément de défiance de l'opinion publique vis-à-vis de cette parole publique, puisqu'il s'était engagé à ne pas utiliser le 49.3. Le pragmatisme, c'est ce que vous dites? Je crois qu'on a changé quand même d'époque et je pense que le pragmatisme prime effectivement sur finalement la conviction profonde que le 49.3 était un outil antidémocratique. Les Français ont conscience que la période est compliquée, que de faire de la politique aujourd'hui et de gouverner aujourd'hui est de plus en plus difficile. Et ce qu'ils demandent, c'est de l'opérationnalité, en fait. C'est de l'efficacité. C'est d'ailleurs le positionnement de Sébastien Lecornu quand il est arrivé à Matignon en disant, voilà, moi, je veux effectivement, je ne vais pas faire de grands discours. D'ailleurs, il n'en fait pas beaucoup. Oui. Il a des prises de parole très courtes. Très courtes, il est très discret. Et à quasiment chaque prise de parole, il dit, je ne vais pas être très long. J'irai droit au but. Et effectivement, c'est quand même quelque chose qui porte dans l'opinion. Reste à savoir, malgré tout, ce que vont en penser notamment les sympathisants de droite, parce qu'il a quand même fait beaucoup de concessions à la gauche. C'est ce que je voulais aborder effectivement avec vous. Beaucoup de concessions à la gauche. On peut dire que c'est les socialistes qui ont coécrit ce budget. Oui, et c'est vrai que sur un certain nombre d'engagements aussi, sur le niveau du déficit, sur un certain nombre, sur les retraites, alors même que c'était vraiment, un totem pour la Macronie. Il a effectivement apporté des aménagements. Donc, je pense qu'une majorité de Français est satisfaite d'avoir trouvé enfin un budget et qu'on puisse aussi passer à autre chose, à d'autres sujets qui sont évidemment importants et prioritaires pour les Français. Et en même temps, je pense qu'il y a une partie de l'électorat, et notamment une partie de ses soutiens assez naturels, qui peut-être l'ont un peu amer, parce qu'effectivement, il a fait des concessions sur des choses comme les retraites, par exemple, sur des sujets comme les retraites, sur le déficit de la France. Le déficit de la France, c'est un sujet qui interpelle beaucoup, notamment les sympathisants de droite, son socle naturel. Donc effectivement, on va voir dans les prochaines semaines si il réussit quelque part à enclencher une nouvelle dynamique. Ce fameux acte 2, pour rassurer quelque part son socle, ou si finalement, on lui en veut trop quelque part d'avoir lâché sur un certain nombre de... Quand vous évoquez l'acte 2, on sait déjà sur quel dossier il souhaite se pencher prioritairement? Il a parlé de dossiers comme l'éducation, la décentralisation aussi, l'efficacité des pouvoirs publics. C'est un sujet profondément ancré dans les préoccupations des Français, cette question de l'efficacité des pouvoirs publics. C'est vrai que quand on interroge les Français sur le fonctionnement de l'État, ils ont le sentiment que c'est très complexe, que les décisions sont difficiles à prendre, longues à prendre, qu'il y a un certain nombre de process, comme on pourrait dire dans le monde de l'entreprise. De normes à respecter. De normes, etc. Et ils veulent de l'allègement. Lui, il s'engage effectivement, en tout cas, il souhaite, dans ses déclarations, simplifier justement cet accès au pouvoir public. Il a parlé également de pouvoir d'achat dans le cadre du budget, et notamment le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Donc ça, effectivement, ça va faire partie, à mon avis, de la mise en œuvre de ces décisions. Comment il va effectivement les concrétiser et faire en sorte que les Français puissent en bénéficier. On a évoqué tout à l'heure le PS, qui sort gagnant, si je puis dire, de cette séquence, ce budget. Est-ce que le PS a gagné, si je puis dire, sur le budget? Ça peut se traduire dans le vote des municipales, des municipales qui vont démarrer mi-mars, dans pas très longtemps, où ce scrutin local
n'aura pas de lien justement avec ces discussions et ces gains autour du budget. Ça va se traduire ou pas du tout, ça? Alors, oui et non. Ouais. D'une certaine façon, il y a quand même une petite musique qui s'est installée dans l'opinion, Laquelle? laquelle c'est celle effectivement que le parti socialiste finalement, heu reste un parti de gouvernement, reste un parti de négociation Oui. et a réussi à s'imposer comme le principal négociateur effectivement dans cette, séquence. Mmh. Donc ça a rassuré quelque part, un certain nombre, je pense, d'électeurs du parti socialiste sur le fait que, ça restait un parti fort, solide, Mmh. entendu, et qui compte dans les négociations. Donc je pense qu'il va y avoir cette musique de fond quand même qui reste et qui va forcément impacter, les élections, municipales. Toutefois, on sait que les élections municipales sont des élections très locales, avec des élus locaux qui sont très connus. On voit que dès qu'il y a du parachutage, politique, c'est compliqué. Mmh. Mmh. Les habitants ont du mal effectivement à considérer des candidats qui ne sont pas, attachés, à leur territoire, même si, effectivement, il y a des sujets, et à nouveau qui vont comment dire? Se répercuter sur ces municipales. Le pouvoir d'achat, ça reste effectivement, Une des préoccupations une des majeures, hein, ouais. préoccupations, y compris dans ces élections. D'autres sujets comme, par contre, le narcotrafic, la La sécurité. sécurité, effectivement, ce sur quoi le parti socialiste ne s'est pas trop prononcé. Donc Mmh. effectivement, ça va être peut-être aussi un, heu, une forme comment dire? D'exercice pour eux justement de Ouais, de se devoir se positionner sur le positionner sur sujet. ces sujets. Mmh. La droite est très positionnée, la Mmh. gauche, Mmh. les moins. Donc ça va être un impact un peu en demi-teinte, je dirais. Bien sûr que le parti socialiste, globalement dans son image, en sort, vaincu. Localement, il y a quand même Oui, ce des sera sujet arbitrages, par sujet, exactement. circonscription par circonscription. Alors du côté de la droite, elle s'est, contredite, hein, tout au long de l'examen du budget. Ils ont approuvé un budget qui est à l'inverse de leurs, convictions. Est-ce que là, comment les électeurs de droite vivent ce renoncement? Je pense que c'est compliqué, effectivement, pour eux, mais je pense que c'est compliqué depuis longtemps pour les électeurs de droite. C'est-à-dire que, à droite, les sympathisants de droite ont le sentiment non seulement, effectivement, qu'il n'y a pas de ligne directrice Mmh. du Mmh. parti, qu'il n'y a pas, de vision globale, Mmh. de long terme et puis deuxième sujet, qu'il n'y a pas d'incarnation, forte, qu'effectivement personne n'a réussi, À prendre le lead, à pour mal prendre le parler lead, français. effectivement, oui, c'est ça, à prendre, le leadership et le fait effectivement qu'il y ait un ministre, provenant d'LR très visible, très médiatique et peut-être un président de groupe, de parti moins médiatique et finalement qui perce moins dans l'opinion, ça laisse effectivement un sentiment De flou, de flou, oui, et de manque d'incarnation au Mmh. final. Donc voilà, il y a ce double problème chez les LR qui effectivement va certainement être renforcé par l'adoption du budget avec, on le disait, préoccupations sur la dette publique, sur les retraites qui là ont été balayées quelque part en quelques mois. Alors il y a le Rassemblement, national aussi, avec, aujourd'hui, eh bien, on attend les réquisitions, hein, du, procès, concernant Marine Le Pen dans le cadre des assistants, parlementaires. Il va se poser la question donc de son inéligibilité. Un RN, comment les Français perçoivent la position du RN, justement lors de l'examen de ce budget? Il est resté quand même, très en retrait malgré, la motion de censure Oui? qu'ils ont Pas déposée. toujours très clair sur les questions économiques? Pas toujours très clair effectivement sur les questions économiques, avec une priorité, pour eux, absolue, enfin je dirais une double priorité, pouvoir d'achat, sécurité, Mmh. effectivement qu'ils Mmh. ont, réaffirmé. Le Rassemblement national reste toutefois le parti qui a, la meilleure «cote» entre guillemets, la meilleure opinion, dans les enquêtes, dans les sondages. Oui, c'est une étude que vous avez publiée encore en janvier, hein, c'est ça? Il y a une adhésion aux idées du RN qui est en progression Tout à fait. constante. Non seulement non seulement la progression effectivement à l'adhésion aux idées du RN, Oui. est bien, confirmée depuis, plusieurs années. C'est un parti aussi qui, dans l'esprit des Français, a de plus en plus de capacité, en tout cas de crédibilité
et de légitimité à gouverner. Et puis aujourd'hui, c'est le parti qui se positionne, dans l'opinion encore une fois, comme le parti d'opposition au gouvernement de Sébastien Lecornu. Quand on demande aux Français quel est aujourd'hui celui qui incarne le plus l'opposition au gouvernement actuel, c'est le Rassemblement national, de très loin devant les autres partis. Donc il y a une solidité du Front National. Du Rassemblement national, ex-Front National, qui est extrêmement forte dans l'opinion. Et l'épisode du budget, la séquence du budget, n'a pas l'air finalement de fragiliser ce socle-là. Eux n'ont pas de problème, n'ont pas de problème d'incarnation. Il y a Marine Le Pen, Jordan Bardella. Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, Jordan Bardella pourra y aller. Ça, c'est pas un problème pour les électeurs, les sympathisants du RN? Non, et même depuis cette année, effectivement, puisqu'on teste et on suit l'image du Rassemblement national depuis de nombreuses années, justement, on voit finalement que la solidité, justement, du parti dans l'opinion est telle que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, les électeurs RN soutiendront dans tous les cas les deux candidatures, quelles qu'elles soient. À date, évidemment, il n'y a pas eu de campagne, etc. Donc, vous savez que ce qui est intéressant dans l'opinion, c'est quand même de suivre justement ces évolutions et de voir l'effet l'impact de la campagne. Mais à date, aujourd'hui, Marine Le Pen, d'ailleurs, elle est plutôt en train de baisser un peu dans l'opinion. Son image est un peu écornée, y compris auprès des sympathisants Rassemblement national. À cause de... C'est le procès, c'est ça, qui est en cours, qui abîme effectivement. Sa crédibilité peut-être à pouvoir mener... Tout à fait, elle semble un peu... Pardon de l'expression, mais empêtrée dans ce procès. Il juge qu'elle ne sera peut-être pas en capacité, peut-être, c'est ça, de mener une campagne? Oui, de mener une campagne. Et puis surtout, il y a quand même des doutes aussi sur la transparence, sur l'honnêteté, qui entachent un peu son image. Et en parallèle, ce n'est pas que cette dynamique-là qui est à l'œuvre aujourd'hui dans l'opinion. En parallèle, vous avez un Jordan Bardella qui finalement, lui, perce dans l'opinion, continue à être la première personnalité préférée des Français politiques dans le baromètre que nous réalisons pour le Figaro Magazine. Vous avez 44% des Français aujourd'hui qui souhaitent que Jordan Bardella ait un avenir en France, joue un rôle en France. Donc, on est presque à un Français sur deux. Donc, effectivement, il y a cette dynamique de Jordan Bardella très forte, soutenue par la solidité, finalement, de l'ancrage du RN dans l'opinion. Merci Laure Salvin. On va effectivement suivre aujourd'hui, je le disais, c'est les réquisitions qui vont être prononcées aujourd'hui en l'encontre de Marine Le Pen et ce sera important évidemment pour cette campagne présidentielle 2027 qui est déjà dans toutes les têtes. Merci infiniment Laure Salvin d'avoir été en direct avec nous. Les Américains et les Iraniens se préparent à des négociations directes. Ça va se passer en fin de semaine. Alors, quels sont les dossiers sur la table? À quel point le régime des mollahs est affaibli? On en parle avec l'un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient, Gilles Kepel. En attendant qu'il me rejoigne, je vous propose d'écouter le président américain. Because right now, we have a tremendous force going there, just like we did in Venezuela, even bigger. And they'll be there soon. And I'd like to see a deal negotiated. I don't know that that's going to happen, but I mean, if I knew I wouldn't be able to, I wouldn't tell you. I'd be very foolish to tell you. But right now we're talking to them. We're talking to Iran, and if we could work something out, that'd be great. And if we can't, probably bad things would happen. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de Vue. Vous êtes spécialiste du monde arabe et de l'islam, l'un des meilleurs spécialistes du Moyen-Orient. Alors ça discute entre les Américains et les Iraniens depuis quelques jours et on parle de négociations directes qui auront lieu fin de semaine, c'est ça, entre deux. Oui, alors ça fait partie des choses qui sont évoquées, mais pour l'instant, chacun est en train de montrer ses muscles. D'un côté, Donald Trump donc renforce son armada, fait venir de nouveaux avions. On estime effectivement ensuite que Israël est en train aussi
de compléter son dôme de fer, qui avait été, vous savez, son système de défense, qui avait été très utilisé ou surutilisé Oui. lors de la guerre des 12 jours Oui, au mois de c'était en juin. Donc, juin, il n'avait oui. plus la capacité de répondre à une éventuelle réplique iranienne si ceci était touché par les Américains. Donc, c'est un enjeu majeur qu'il faut aussi prendre en compte. C'est-à-dire les négociations sont également destinées à gagner du temps pour que les Israéliens puissent résister si jamais ils étaient attaqués. Il y a cet élément-là à prendre en considération. Et puis, globalement, le bras de fer est assez simple. D'un côté, vous avez un régime iranien extrêmement affaibli sur le plan interne, Oui. puisque ce qui vient de se passer, là, on a quand même au moins 6 000 morts avérés et 17 000 sous investigation. On parle même de 30 000 Voilà, morts, c'est ça. hein. Donc, on arriverait à une trentaine de milliers de morts en 2 jours et demi. Ce qui est quelque chose d'absolument sidérant, à comparer bien sûr, même s'il ne faut pas faire ce genre de comparaison avec les 70 000 morts à Gaza, mais en 2 ans. Et on a vu d'ailleurs des réactions politiques assez différentes à ces questions. Oui. Et donc À quel point le régime iranien est affaibli, puisque les faits ont montré qu'ils ont néanmoins repris la main, hein, oui, puisqu'ils ont massacré dans le sang. Oui, mais par le massacre. Par le massacre. Or, là, c'est quand même difficile de tenir grâce à ça. Oui. Vous me direz le régime d'Assad, etc. Mais le régime d'Assad était totalement dysfonctionnel. Là, c'est une économie d'un pays de plus de 90 millions d'habitants, exportatrice de pétrole, sous sanctions, etc. Et ce défi-là n'est pas de la même nature que ce qu'on avait vu en 2022, avant le 7 octobre, lorsque Mahsa Amini, mal voilée, entre guillemets, avait été tuée dans un commissariat. Elle était kurde, c'était une femme, Oui. et elle n'était pas dans le mainstream, si j'ose dire, iranien. Vous voyez, donc le résultat, c'est que le régime a cédé sur un point important de son dogme, c'est-à-dire il fallait que les femmes soient voilées, ça faisait partie de la loi des prophètes de Khomeini, et maintenant, ils n'ont plus la force de le faire. Et d'une certaine manière, ça a donné une sorte de soupape au pouvoir, puisque... Ils ont un petit peu libéré, voilà, un petit peu d'air dans la société civile, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire ? Parmi ces nombreux médecins dont on parle en ce moment, qui sont en train de se faire arrêter parce qu'on exige qu'ils donnent le nom des gens qu'ils ont blessés, etc. Il y a aussi beaucoup de femmes médecins, et dans les hôpitaux iraniens, une femme médecin voilée, aujourd'hui, c'est quand même très rare. C'est plutôt les filles de salle, si vous voulez. Donc, on est dans ce système. Donc, là-dessus, le régime avait gagné un petit peu d'air en sacrifiant un de ses piliers, mais qui n'était pas l'enjeu important. Là, c'est quand même quelque chose de très différent. C'était tous ceux qui bénéficiaient des largesses du pouvoir, les déshérités, entre guillemets, ou la classe moyenne qui s'est trouvée, qui fonctionnait, qui s'accommodait. Vous savez, dans le chiisme, il y a ce qu'on appelle le zahir et le batin. Le zahir, c'est ce qui est visible, et le batin, ce qui est caché. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, qui est caché. Quand j'étais plus jeune, je me souviens de soirées à Téhéran, quand on pouvait y aller, à l'époque, quand il y avait des interstices de réformateurs, où les soirées très déshabillées, très arrosées, je n'avais jamais vu ça à Paris. Mais dès qu'on ressortait, tout le monde était en hijab. On sauvegardait les apparences. Oui, on donnait un bakshish significatif au gardien de la Révolution îlotier, et l'affaire était emballée. Or, donc, le régime a tenu aussi avec cette espèce de... Vous voyez, ceux qui ne font pas de politique et qui ne font rien d'ostensible, à la limite, ce qui se passe dans le privé, on s'en fiche, et les gens buvaient du vin, etc. Et qui était interdit en public. Là, c'est plus compliqué. Là, parce que c'est un système qui a complètement appauvri une grande partie de la population qui s'accommodait finalement de ce régime. Et vous le savez, ça a été déclenché par donc cette grève dans les bazars de Téhéran, parce le 28 décembre, l'effondrement de la monnaie, qui permettait de plus de... Le bazar avait été à l'initiative de la révolte contre le Shah en 79. Là, c'est toujours le bazar, mais le bazar des téléphones portables, ce qui vous dit qu'on a changé de monde. Voilà, parce que il n'était plus possible de négocier, puisque le rial tombait régulièrement. On en est à 1 500 000 pour $1, c'était 1 470 000 ou 450 avant la chute.
Pourquoi? Parce qu'entre autres, là, il y a eu un système qu'on avait vu un peu au Liban aussi, c'est ce qu'on appelle les pyramides de Ponzi. Vous savez, c'est-à-dire la banque des gardiens de la Révolution investissait à fonds perdus dans des malls somptueux, et c'était les nouveaux dépositaires qui voyaient leur argent utilisé. Donc tout le système s'est effondré, ce qui fait que le pouvoir iranien a été obligé d'utiliser la planche à billets. Oui. D'où l'effondrement du rial, d'où la paupérisation générale de la société. Et c'est ça, si vous voulez, qui a fait déborder le vase et qui a été un défi beaucoup plus dangereux parce qu'on touchait au cœur du système et à des gens Le qui régime étaient, est un peu à l'os, étaient en ses fait, soutiens. quelque part, Oui, c'est voilà. ça. Hein. Et il tient essentiellement aujourd'hui sur une répression massive qui, même sur le moyen terme, sera difficile à gérer. Alors, par rapport aux Américains, quelle est leur stratégie? Ils se disent, en gros, Trump ne va pas, Trump gesticule, fait du bombasting, comme on dit, c'est un promoteur immobilier qui veut Qui aime terroriser le catch aussi. le gars qui a le terrain et qui veut lui prendre pour casser sa petite maison et faire son immeuble, et il ne va pas oser s'engager dans quelque chose qui va aliéner la base MAGA. La base MAGA, parce qu'il faut bien se rappeler qu'on a les élections de midterm, sauf novembre. s'il annonce l'état d'urgence, qu'il les supprime, enfin au point où on en est, on ne sait pas. Et on voit bien que sa base est assez fracturée. Oui, surtout, il n'a pas été élu pour intervenir Voilà, et dans les... surtout, l'extérieur. l'une des rares choses qu'il émet, d'accord, c'est no boots on the ground, pas d'opération militaire terrestre, parce qu'il y a quand même l'Afghanistan et l'Irak, pas très loin de l'Iran. Donc, C'est pas tout à fait la même chose d'intervenir au niveau terrestre en Iran et au Venezuela. Hein, ça fait un mois que... Au Venezuela, il n'y a pas eu d'intervention terrestre a priori, il y a eu un commando, et puis surtout, ils avaient, si j'ose dire, retourné Delcy Rodriguez par l'intermédiaire du reste du Moyen-Orient, puisque c'est au Qatar, apparemment, se sont faits, parce que vous savez que le Venezuela est un pays dans lequel vous avez une communauté levantine très importante, de Libanais qui sont partis durant la guerre civile, des chrétiens, mais aussi des chiites, et le Hezbollah a implanté au Venezuela, c'est à partir de là aussi qu'ont été faits les attentats contre la communauté israélite argentine, non loin. Et donc, tout ça fait partie de leur système de pouvoir. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est très compliqué. Et puis, les gardiens de la Révolution sont surarmés, disposent d'une marine, ils ont fait leurs exercices récemment. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Ils sont assez forts, les Iraniens, l'arsenal des mollahs sur le plan des missiles, justement, pour tenir tête. Ils ont assez les moyens. Ils n'ont pas la capacité d'utiliser l'arme nucléaire, puisque tout a été cassé. Les installations ont été cassées dans la guerre des 12 jours, mais il y a toujours du combustible qui se promène. Et donc, d'une certaine manière, le régime iranien est plutôt en train de dire, certes, on n'est pas terrible, mais si jamais on s'effondre, c'est bien pire, parce que vous n'allez pas pouvoir gérer ça. Ça va être, vous n'avez rien vu avec la chute de Saddam Hussein, qui s'est traduit par Daesh, et la chute de Kadhafi, qui s'est traduit par le terrorisme. Ça sera encore pire, vous allez vous être dans une situation catastrophique. Et donc, vous avez intérêt à négocier avec nous, et parce que sans cela, vous en avez pour... c'est le chaos. C'est le chaos, et un chaos qui va durer, y compris jusqu'aux midterms. Donc là, à partir de ce moment-là, Donald Trump va se trouver dans une situation très complexe, d'autant plus qu'avec les affaires à Minneapolis, où la police des frontières a déjà tué ces 2 personnes, etc., il est un petit peu fragilisé sur le plan intérieur, en fait. La coalition qu'il avait élue avait pris pas mal de voix qui étaient traditionnellement des voix pro-démocrates, c'est-à-dire les ouvriers qui en avaient marre du wokisme de Biden et de Kamala Harris, et qui là voient leur salaire stagner et l'inflation monter. Les hommes latinos et les hommes noirs qui sont terrorisés par ce qui se passe avec l'ICE qui a des mesures qui les terrorisent. Donc on voit actuellement les sondages donnent les républicains à peu près à 40%, ce qui l'empêcherait de contrôler le Congrès. Et le Congrès étant l'instance qui contrôle les opérations extérieures, il se trouve dans une situation compliquée. Donc je crois que les Iraniens sont en train de pousser pour dire attention. Ils appuient sur un levier politique, en fait. Exactement. Ils savent très bien que Trump ne peut pas aller plus loin que quelque chose qui serait un blitzkrieg qui les ferait tomber. Et il montre actuellement, d'où la démonstration de force
dans le détroit d'Ormuz. Vous savez, le détroit d'Ormuz, c'est 50 km de large. 20% du pétrole mondial passe par là, bon, surtout vers la Chine et vers l'Inde. Mais néanmoins, c'est quelque chose de très sensible. Et tous les Arabes du Golfe sont en train de dire à Trump, stop, ne prenez pas de risques. Tous nos systèmes non seulement d'exportation, mais également la diversification touristique, par exemple en Arabie Saoudite, le commerce à Dubaï. Oui, il y a la pression aussi des voisins de l'Iran, l'Arabie Saoudite. Qui sont des alliés des États-Unis et qui chacun ont mis au pot, quand Trump a fait sa tournée dans la région, en mettant chacun 1 000 milliards de dollars. Donc, quand vous donnez 1 000 milliards de dollars à quelqu'un, y compris son avion qu'il peut garder quand il sera plus président, vous pouvez l'avoir au téléphone. Quels sont, on sait, les sujets possibles de négociation qui pourraient être sur la table? On parle de vendredi à Istanbul entre les Américains et les Iraniens. C'est le nucléaire, c'est ça? Alors, il y a le nucléaire, effectivement, mais là, les exigences sont à l'opposé. Les Iraniens réitèrent, on le garde, et pour du civil. Et Trump, qui, je vous le rappelle, s'était retiré de l'accord du JCPOA, c'était cet accord qui permettait, sous contrôle de l'Agence pour l'énergie atomique, de vérifier qu'il n'y avait pas d'usage militaire, mais donc qui était soupçonné par la de tricher. Donc, de ce fait, en se retirant, il n'y avait plus de supervision, et donc les Iraniens ont d'autant plus fait un usage, des recherches pour l'usage militaire de l'uranium. Vous voyez. Donc là-dessus, Trump est quand même pas tout à fait bien équipé. Alors, ce qui est intéressant, c'est si ça se tient effectivement à Istanbul, parce que ça donne à la Turquie, évidemment, un poids considérable. Turquie qui est alliée des frères musulmans, et les frères musulmans qui sont eux-mêmes alliés de l'Iran. Vous savez que même par-delà la rupture, enfin la différence entre les chiites et les sunnites, les frères musulmans sont aussi à la matrice de l'islam politique chiite, et Khamenei lui-même a traduit des textes de Hassan el-Banna et de Sayyid Qutb, les maîtres à penser des frères musulmans, en persan. Ils ont diffusé un timbre-poste de Sayyid Qutb, le martyr des frères musulmans exécuté par Nasser derrière les barreaux. Vous voyez. Et donc, l'alliance, disons, fréro-chiite serait en train à ce moment-là de se renforcer. Ce qui pose un problème. D'ailleurs, on n'a pas vu beaucoup les gens qui sont proches des frères musulmans ici et qui ont énormément dénoncé ce qui se passait à Gaza, certaines peut-être à juste titre par le nombre de morts. On ne les a pas vus prendre le bain de sang iranien. Sur le bain de sang iranien, effectivement. Alors, il y a l'Iran, donc on va suivre ça cette semaine. On a encore 3 minutes. Je voulais vous poser aussi la question de la Syrie. Plus de 1300 terroristes de Daesh ont été transférés en Irak dans le cadre d'une opération américaine. Il y en avait 7000 qui étaient détenus dans les camps kurdes. La première question, c'est pourquoi ce transfert? Que va-t-il se passer pour eux en Irak? Et la deuxième question, on a parlé de djihadistes qui se seraient enfuis aussi, qui seraient dans la nature. Est-ce que c'est juste et est-ce que ça peut peser? Est-ce qu'il y a une menace terroriste sur l'Europe et la France? Alors, apparemment, ils sont en petit nombre. Mais bon, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas dans cette affaire, donc comme je parle. Ce qui est plus préoccupant, c'est la parole donnée, c'est-à-dire que, au fond, les Kurdes ont sacrifié entre 10 et 11 000 personnes, semble-t-il, dans la lutte contre Daesh pour nous protéger. Et on les a laissés tomber complètement. Donc ça pose un véritable problème. L'autre problème, c'est que aujourd'hui, le chouchou de Donald Trump et en partie du reste de l'Occident, c'est Ahmed al-Shara, le président syrien, ancien djihadiste lui-même. Donc on n'imagine pas que les gardiens de prison d'Ahmed al-Shara soient particulièrement virulents avec leurs anciens copains, même s'ils ont eu des divergences. Ça, c'est un premier point. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont été transférés en Irak? Parce que l'Irak est un État. Et donc, peut, contrairement aux Kurdes, administrer de la justice, quoi qu'on en pense. Et beaucoup d'entre eux ont commis aussi des actes en Irak, au nom de Daesh, dont ils sont comptables. Par ailleurs, l'Irak, paradoxalement, est dirigé par une coalition chiites qui détestaient Daesh parce que Daesh, contrairement aux frères musulmans, était obsédé par la haine des chiites et les a massacrés en quantité.
Donc les crimes anti-chiites commis par Daesh sont tels en Irak qu'il y a peu de chances que les Irakiens chiites qui les gardent aient une mansuétude envers les djihadistes de Daesh aussi grande que celle d'Ahmed Echar en Syrie. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre l'emboîtement du raisonnement, mais voilà. Donc l'idée, c'est que on les fourgue aux Irakiens d'une certaine manière, et on se dit que les Irakiens vont les garder, il n'y a pas de risque qu'il y ait des fuites. Ça, c'est au jour J. Maintenant, voyons ce que va donner la négociation à Istanbul, si elle a lieu, etc. Moi, je crois surtout qu'il y a une course contre la montre. Les Américains Trump voudrait taper un coup le plus fort possible, parce qu'en même temps, il faut qu'il explique aux contribuables pourquoi il a amené toute cette flotte là-bas, que ça coûte une fortune. Et d'autre part, s'il revient sans avoir tapé et sans avoir obtenu quoi que ce soit de réellement significatif à Istanbul ou où que ce soit, il revient, si j'ose dire, la queue basse. Donc pour le matamor agent immobilier, se présentant devant les électeurs, c'est quand même pas terrible. Les Iraniens, en même temps, n'ont pas un temps énorme devant eux, puisque même si le régime ne vit que sur la répression et la violence, mais ça va recommencer, les émeutes. Les gens continueront à être ruinés et il va y avoir une dissidence de plus en plus forte. Et puis il y a 80% de la population qui rejette ce régime. Donc... Une grande partie, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Simplement, jusqu'alors, si vous voulez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le système de pouvoir chiite s'en était accommodé. C'était ce qu'on appelle dans l'islam chiite le ketman, qui reprend la taqiyya en arabe, c'est-à-dire on est dans la dissimulation. Tant qu'on ne montre pas ce qu'on fait, ça passe. Là, on montre ce qu'on fait parce que cette dissimulation ne permet même plus de survivre. Et c'est là qu'il y a un véritable changement. Et c'est là le point de bascule qui fait que le régime iranien bluffe, si vous voulez, aujourd'hui. Il n'a pas la capacité. Donc, entre deux bluffeurs, entre le promoteur et les passes d'Aran, écoutez, on va voir ce que ça donne. Moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on va avoir une négociation efficiente, parce que les termes sont trop éloignés. Mais voyons ce qui va se passer. On va suivre ça. Merci infiniment, Gilles Kepel, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle votre dernier ouvrage, Antiterrorisme, la traque des djihadistes. C'est aux éditions Plomb. On voit la couverture à l'image, coécrit avec Jean-François Ricard. Merci d'avoir été avec nous. On va parler de crime dans un instant avec la directrice du laboratoire de police scientifique. C'est une institution qui a 100 ans. Avant que cette directrice me rejoigne, je vous propose d'écouter Jacques Pradel, journaliste spécialiste des affaires criminelles. Il revient, lui, sur une affaire datant du XVIIIe siècle. En fait, la police technique, ce qu'on appelle maintenant la police technique et scientifique, elle a commencé très tôt. Donc déjà au XVIIe siècle, il y a des histoires célèbres qu'on raconte avec un meurtrier qui, en plus, s'était payé le luxe d'aller aux obsèques de sa victime, pensant que personne ne l'avait vu et effectivement personne ne l'avait vu, mais il avait des bottes. Et un certain nombre de policiers britanniques qui le suivaient parce qu'ils étaient persuadés de sa culpabilité, sont allés derrière ses pas dans le cimetière faire des moulages de ses bottes, et on a confronté, et alors effectivement les bottes avaient été réparées, il manquait des clous, etc. Enfin bon, et on avait une preuve. Bonjour Christelle Circoupet, vous êtes la directrice du laboratoire de police scientifique de Paris depuis 2021. Vous venez de co-signer ce livre qui raconte les coulisses de ce qu'on appelle dans le jargon le labo. Ce livre revient sur l'histoire de cette institution, les affaires qui ont marqué l'évolution du métier. C'est un labo qui a fêté ses 100 ans déjà. Alors pour qu'on ait une idée un peu du volume des affaires que vous traitez, vous en êtes la directrice, le nombre de dossiers. Combien de dossiers justement vous traitez? Combien vous en avez traité en 2025 pour qu'on ait un peu une idée? Bonjour, je vous remercie de me recevoir. Alors on traite une grosse volumétrie, on traite environ 20 000 saisines, donc 20 000 dossiers, 20 000 affaires par an pour 40 000 scellés analysés au laboratoire. Donc c'est énorme. Dans les séries dont on est tous assez friands, l'expert, c'est une sorte de couteau suisse. Chez vous, la réalité, c'est tout autre. C'est 170 personnes qui travaillent, c'est
presque autant de compétences et de métiers, c'est ça ? Au laboratoire de Paris, nous sommes 170 fonctionnaires. Alors effectivement, la police scientifique en France a une organisation très différente de ce qu'on peut voir dans les fictions. Oui. Il y a les policiers scientifiques de terrain qui vont travailler avec les enquêteurs, ce sont les conseillers techniques des enquêteurs qui vont faire les constatations et les prélèvements sur les scènes de crime. Et il y a les policiers scientifiques de laboratoire, nous donc, où on va faire les analyses sur les scellés. Et chaque expert est expert dans une spécialité, dans un domaine. On est expert en ADN, on est expert en toxicologie, on est expert en balistique, mais on n'est pas expert en tout à la fois. On ne mène pas l'enquête non plus, c'est les policiers, ce sont les enquêteurs qui mènent Oui. l'enquête. Vous arrivez en assistance, enfin, c'est quand la police judiciaire vous saisit, c'est ça ? La police judiciaire qui nous saisit, effectivement. Les magistrats également qui nous saisissent. Et on est là pour apporter, les policiers scientifiques sont là pour apporter un éclairage à la justice. Alors la grande révolution, c'est l'ADN, l'ADN dont on dit que c'est la reine des preuves. Pour obtenir aujourd'hui, là, en 2026, un profil génétique, Christelle Sircoupet, il faut combien de temps ? Alors, l'ADN, on dit que c'est une des révolutions, mais si chronologiquement, la première révolution, c'est les traces papillaires. Oui. Ensuite, il y a Papillaire, ça veut dire ? les empreintes digitales. Les empreintes digitales. Voilà, ok. on ouvre les mains. Les empreintes digitales. Donc, en premier, les traces papillaires, les empreintes digitales. Ensuite, fin des années 1990, la révolution ADN. Oui. Et puis, début des années 2000-2010, les traces numériques, bien Oui, entendu. bien. Alors, si on revient à votre question, combien de temps on met maintenant pour Oui, obtenir un aujourd'hui. profil génétique ? Si on a juste un scellé, on est saisi sur un scellé, on doit faire une analyse sur un scellé trace, on va dire. On va mettre 8 heures 8 heures. pour une trace. Pour un individu qui est en garde à vue, où on doit comparer son ADN avec une trace qui est déjà établie, ce sont des prélèvements qui sont normalisés, on met 3 heures actuellement. Il y a donc l'ADN, c'est les années 90, c'est ça ? À l'époque, vous vous souvenez combien de temps on mettait ou... Plusieurs jours. Plusieurs jours. Donc on est passé de plusieurs jours à quelques heures. Quelques heures, et on est passé de quelques milliers de cellules à une petite vingtaine de cellules pour obtenir un profil génétique. Donc une grande sensibilité dans nos techniques aussi. La recherche ADN, ça concerne que certaines affaires ou la plupart des affaires, cette recherche ADN ? Alors, ça concerne certaines affaires. Ça concerne les affaires pour lesquelles on est saisi. Parce que des fois, on n'est pas saisi. On peut avoir une arme et on n'est pas saisi pour une recherche ADN. On est plutôt saisi pour une antériorité sur cette arme. Est-ce que cette arme a déjà été utilisée ou pas ? Tout dépend le contexte. Généralement, on est saisi en ADN. Il faut que la recherche, l'analyse soit pertinente. Vous n'avez pas entre guillemets, de liberté d'investiguer. En fait, vous obéissez. Enfin, c'est ce que vous êtes en train de dire, là, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous avez une arme, là, par exemple, il faut qu'on vous demande, genre, faites une recherche ADN ou faites une recherche d'antériorité, c'est ça ? Oui et non. Alors, oui et qu'on non, comprenne. pourquoi ? Ouais, Parce que dites-moi. les enquêteurs ou les magistrats nous saisissent sous réquisition si c'est un enquêteur, sous ordonnance de commission d'experts si c'est un magistrat. Généralement, un enquêteur va nous demander des analyses particulières. Un magistrat va nous saisir, va nous demander des analyses particulières, mais va également mettre une phrase à la fin de son ordonnance, faire toute observation utile à la manifestation de la vérité. Et cette phrase nous permet d'avoir une latitude. Une latitude, et de une proposer, liberté et de faire des propositions. Exactement, et de proposer au magistrat, dire, voilà, là, il serait peut-être intéressant de faire telle ou telle analyse que vous n'avez pas mentionnée. Et le magistrat nous donne généralement l'accord pour faire ces analyses. Dans votre livre, vous revenez sur l'affaire de Caroline Dickinson. Vous dites que ça a été un tournant dans l'histoire de la police scientifique. Pour quelle raison ? Alors, l'affaire Caroline Dickinson, c'est le début de l'ADN, c'est 1996. C'est une jeune fille anglaise, britannique, qui est retrouvée morte de mémoire du côté de Fougères, c'est ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et alors, les analyses, l'autopsie montre qu'il y a eu des violences sexuelles, il y a des prélèvements qui sont faits, le laboratoire met en évidence du sperme et met en évidence un profil génétique. Donc, 96, il n'y a pas le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques n'est pas encore créé. C'est une des premières fois où on a un ADN dans une affaire, donc voilà pourquoi c'est un tournant majeur. Mais on montre aussi à travers cette affaire
que l'ADN sert aussi à innocenter, puisque si on se remémore le contexte de l'affaire, les enquêteurs mènent leur enquête, leur investigation. Il y a un routard qui est arrêté, qui a un profil de délinquant sexuel et qui, en garde à vue, avoue le meurtre. Oui. Sauf que quand on compare son profil génétique avec la trace, le profil génétique issu du sperme, le profil est différent. Donc, bon. Ça montre qu'effectivement, il peut y Exactement. avoir des aveux et puis que l'ADN, Ça montre que ça disculpe, comme vous dites. Ça disculpe aussi, et ça montre aussi une facette que je décris dans mon livre, l'abnégation aussi des enquêteurs et la détermination des enquêteurs, puisqu'il y a un policier américain qui est en vacances au Royaume-Uni et qui voit dans la presse quelques années après qu'un certain Montes est recherché. Lui, quand il retourne en Amérique, il va dans ses fichiers, il regarde, il voit, et donc il y a une coopération internationale qui se fait aussi avec la police française pour obtenir le profil de cet individu et le comparer, et on va voir qu'il va avoir un match. Donc voilà, c'est un tournant parce que c'est une première utilisation de l'ADN. Ça montre que l'ADN sert aussi à innocenter, et ça montre également qu'il y a une coopération, enfin l'abnégation des enquêteurs et une coopération internationale qui est mise en œuvre. Il y a des limites à l'ADN. On parle de l'ADN comme la reine des preuves. Alors oui, il y a des limites parce qu'on ne travaille pas sur la totalité du génome. On travaille sur 24 marqueurs génétiques actuellement. Tout ça est bien encadré par le Code de procédure pénale. Et au départ, dans les années 90, l'ADN était considéré comme la reine des preuves. Et puis avec le temps, avec les affaires, on voit qu'un mégot est transportable de façon fortuite ou pas, mais intentionnelle. On peut faire accuser quelqu'un. J'ai souvenir d'une affaire où un concierge parisien utilisait des préservatifs usagés aussi pour faire porter la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Mais nos analyses, quand on a ce genre de scellé, on va bien entendu faire un prélèvement à l'intérieur pour mettre en évidence un profil à partir des spermatozoïdes, mais également à l'extérieur pour le relier à la victime. Et là, on s'aperçoit qu'on a un profil féminin différent de celui de la victime. Donc, ça donne des éléments aux enquêteurs. Voilà, donc qui vont permettre de dire là il y a peut-être anguille sous roche, il y a quelque chose qui ne colle pas en fait. Donc l'ADN c'est un élément probant, c'est un élément robuste, mais qui doit être mis au contexte et au regard de l'affaire. Il faut que la trace ADN soit pertinente. Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle, la généalogie génétique, est-ce que ça permettrait un jour d'identifier un criminel de façon un peu instantanée ? Alors, c'est deux volets différents. L'intelligence artificielle, on commence à l'utiliser pour tout ce qui est tout ce qui est tâche à faible valeur ajoutée. C'est-à-dire... Ce qui vous sert à gagner du temps. Exactement. Je donne pour exemple le tri des profils génétiques. On a des données brutes. Dire ces profils-là sont des mélanges d'ADN, on les met de côté. Ces profils-là sont des profils purs. Ces profils-là donnent pas de résultats génétiques. Voilà. Pour déjà... simplifier le travail. Après, l'œil humain sera toujours là pour valider, pour interpréter. Les affaires aussi de soumission chimique où on a des screenings qui sont très lourds. Il faut entraîner l'intelligence artificielle pour dégager du temps expert sur des valeurs d'interprétation, des valeurs à faible valeur ajoutée. Sur la qualité humaine, en Exactement. fait. Là où on est vraiment très pointu. Après, la généalogie génétique, alors en France, c'est ce qu'on appelle les tests récréatifs. Pour l'instant, c'est interdit. Là, le garde des Sceaux va proposer, dans le cadre de la loi va proposer l'utilisation de la généalogie génétique. Il faut bien sûr que tout ça soit bien encadré, parce qu'on ne peut pas mettre à disposition le patrimoine génétique des gens dans l'espace public. Public, il faut vraiment que ce soit encadré, mais effectivement, c'est un espoir pour la société, pour les familles. Alors justement, parlons d'espoir. Comment est-ce que la science peut arriver à rattraper la vérité dans les cold cases vieux de 30 ans, par exemple ? Vous êtes saisi, vous, parfois, de certaines affaires ? Oui, bien sûr, on est saisi. On travaille en étroite collaboration avec le pôle qu'on appelle cold case. On travaille également avec l'OCRVP de la police judiciaire. Oui, c'est un espoir pour... Alors,
quand on parle de crime parfait, pour tout ce qui est... À partir du moment où il y a une scène de crime, il y a eu des prélèvements qui ont été faits, il y a une méthodologie qui est appliquée. Alors évidemment, au fil et à mesure des années, la méthodologie est de plus en plus pointue, de plus en plus rigoureuse. Donc des traces qui ne sont pas exploitables aujourd'hui le seront peut-être demain avec les progrès incessants de la science. Il y a tout le travail aussi des enquêteurs, l'investigation, les témoignages. Des fois, il y a des émissions où on fait des appels à témoins et puis quelqu'un la regarde totalement par hasard, dit « Ah oui, je me souviens de ça ». Il y a les aveux aussi, des fois. Donc, de nos jours, à partir du moment où il y a une scène de crime, c'est difficile pour un criminel de passer à travers les mailles du filet. Après, pour tout ce qui est disparition inquiétante, il n'y a pas de scène de crime, là c'est plus difficile. Oui, parce que vous citez cette phrase, le temps qui passe, c'est la vérité qui s'enfuit. Le temps, il faut agir vite quand même. Hein. Alors, le criminel, lui, il va agir dans l'instant. Oui. Par contre, la science et la justice agissent dans le temps. Donc c'est aussi un allié. C'est un allié. Effectivement, c'est un allié. Le titre de votre livre, Le crime parfait n'existe pas, c'est un message d'espoir pour les victimes. Oui, c'est un gros message d'espoir parce qu'effectivement, les progrès étant incessants, quand je suis rentrée il y a 23 ans dans la police scientifique, je ne m'imaginais pas que 23 ans après, on arrive... une des seules choses qu'on n'arrive pas à faire, c'est dater l'ADN à aujourd'hui. Mais on arrive à... On ne peut pas dire cet ADN date de... On ne peut pas dire quand cet ADN a été déposé sur l'objet. Voilà. Mais on arrive à déterminer l'âge de la trace, c'est-à-dire de l'individu. À plus ou moins 5 ans près, on arrive à travailler, comme je vous disais tout à l'heure, sur une vingtaine de cellules. À l'époque, il fallait une grosse tache de sang quand je suis arrivée pour pouvoir... Oui, vous avez vu des progrès spectaculaires, en fait. Un laps de temps très court à l'échelle humaine, finalement. Alors, vous avez un profil un peu particulier, Christelle Cyr-Coupet, parce que vous êtes patronne de cette police scientifique, mais au départ, vous n'êtes pas du tout policière. Hein. Vous êtes même arrivée un peu par hasard. Hein. Totalement. Moi, je suis scientifique, j'ai un doctorat en biologie que j'ai fait à l'université de Perpignan et de Montpellier. Et puis, totalement par hasard, ma belle-sœur, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique en tant que chercheur. Et ma belle-sœur me dit, écoute, regarde, je vais t'envoyer une fiche de poste qui me paraît intéressante. Et c'était une fiche de poste pour le concours d'ingénieur en biologie dans la police scientifique. Et effectivement, mon profil était en parfaite adéquation. J'ai décidé de postuler, de candidater. J'étais lauréate, donc totalement par hasard, mais je suis ravie d'apporter mes compétences et mes connaissances au service de la science et de la justice. Donc vous êtes à la fois moitié policière, moitié scientifique Alors oui, je suis un hybride. Non, je suis fonctionnaire de police, bien sûr. Dans la police, il y a 3 corps. Il y a le corps des des administratifs et des scientifiques. Donc, je suis fonctionnaire de police et je suis dans le corps des scientifiques. Et puis, vous avez aussi une conviction très forte dans ce livre. C'est à la fois, je vous disais, vous revenez sur des affaires anciennes, parce qu'il faut le préciser, on n'a pas parlé d'histoires, d'affaires criminelles actuelles, type le Petit Émile, Jubilard, etc., parce que vous avez un droit de réserve à strictement observer. Néanmoins, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Le crime parfait n'existe pas. 100 ans de police scientifique, les plus grandes affaires. On rentre un peu aussi dans le laboratoire, ce fameux laboratoire où 170 personnes travaillent. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous, Christelle Cyr-Coupet. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. J'aurai la chance de vous retrouver demain, donc soyez au rendez-vous, même heure, même endroit. D'ici là, passez une très bonne journée en compagnie du Figaro.